Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois la sociologue et spécialiste de l'Iran, Amélie Myriam Chelli, afin de décrypter ensemble les dernières actualités qui se déroulent en Iran, mais aussi les enjeux sociaux qui se jouent actuellement pour le pays et pour les Iraniens. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Alors Madame Chelli, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes sociologue spécialiste de l'Iran et du monde musulman contemporain. Vous enseignez également à l'IPJ Dauphine à Paris et vous êtes aussi adepte des plateaux télévisés sur lesquels vous livrez parfois vos analyses géopolitiques. C'est pour ça qu'on vous reçoit ce matin sur Omerta. Alors si aujourd'hui justement on est ensemble, c'est pour faire un petit point sur l'actualité iranienne et notamment sur les enjeux sociaux et politiques qui se jouent en ce moment pour le pays. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui se passe en ce moment en Iran ? On rappelle que d'importantes manifestations ont lieu depuis plusieurs semaines, impliquant des violentes interventions des forces de sécurité. Quels sont les motifs de ces manifestations et pourquoi est-ce qu'elles prennent autant d'ampleur ? Alors cette fois-ci, les élans protestataires qui ont commencé le 28 décembre 2025 ont une origine économique. Sauf qu'il faut savoir que donc là, l'origine économique est liée à la dévaluation de la monnaie et à l'inflation, mais il faut savoir que depuis, on va dire, la fin des années 80, donc après la première décennie de République islamique qui a été instaurée en 1979, vous avez toujours eu des vagues protestataires. Alors, dans la dernière décennie, ça s'est même resserré. Il pouvait y en avoir tous les ans, de façon plus ou moins médiatisée, puisque en règle générale, les choses qui ne tournent qu'autour de la dimension économique sont beaucoup moins médiatisées. D'ailleurs, c'est ce qu'on a observé ici. En fait, la classe médiatique s'est véritablement intéressée aux manifestations à partir du moment où ça a échappé à la dimension économique pour aller rejoindre les deux autres grandes raisons qui inaugurent des élans protestataires et qui existent depuis plusieurs décennies. C'est soit les questions politiques, c'est-à-dire la remise en question de ce système et de son fonctionnement, ou bien des questions liées à la sévérité des mœurs du fait du caractère théocratique de la République islamique. Donc là, les raisons à l'origine sont économiques et dans les 2-3 jours qui ont suivi, on a vu, comme à chaque fois, des slogans tapant sur le système politique mais aussi sur la sévérité des mœurs émerger. Voilà, la réponse du gouvernement a tout de même été très violente à ces manifestations. La répression extrême et les condamnations à mort peuvent-elles encore dissuader la société iranienne ou est-ce qu'elles risquent au contraire de radicaliser définitivement une partie de la population ? Alors, dissuader, c'est-à-dire que là, on est vraiment arrivé à un point où le jusqu'au boutisme, c'est une chose qui caractérise les deux côtés. C'est-à-dire que d'un côté, la République islamique est vraiment aux abois et dans une perspective de gagner du temps. Depuis un certain nombre d'années, on s'en rend bien compte. Et puis côté manifestants, c'est la même chose. Alors oui, c'est vrai, il y a encore quelques années, on pouvait observer que la sévérité de la répression pouvait avoir un impact. Là, s'il y a un impact, c'est pas au niveau du moral des troupes, entre guillemets, c'est-à-dire des revendications qui sont vraiment radicales des manifestants, mais c'est plus que, en fait, se rendre compte que les armes ne sont pas égales. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, les manifestants, même s'ils sont très largement contre une intervention extérieure, ils se rendent bien compte que c'est peut-être la seule option, parce que une population entière, oui, c'est pas mal, mais contre le seul pays au monde doté de deux armées qui sont aussi bien équipées l'une que l'autre, qui sont d'ailleurs mises en parallèle pour éviter tout coup d'État. C'est-à-dire que d'un côté, en Iran, vous avez l'armée régulière, qui n'est pas coextensive à l'existence de la République islamique, mais qui est l'armée nationale, hein, c'est-à-dire transmodèle, si vous voulez.
Et de l'autre côté, vous avez le surmoi idéologique du régime, c'est la garde prétorienne de la République islamique, coextensive à la République des cléricales chiites, c'est les Sepoy Postaran, c'est-à-dire les gardiens de la révolution. Donc c'est très difficile d'envisager que la population seule et sans armes, ou du moins pas à armes égales, puisse parvenir à renverser l'actuel régime. Hmm. Il y a eu aussi le cas d'Erfan Soltani qui avait été condamné pour son engagement dans les manifestations. Est-ce qu'il incarne une stratégie du régime qui vise à terroriser la société par des figures exemplaires et que représente aujourd'hui ce type de condamnation pour le peuple iranien en termes de peur, de résistance ou de mémoire collective? Plus beaucoup, en fait. Ça ne représente plus grand-chose. Pas parce que c'est devenu banal, évidemment. Simplement, il entre dans un panthéon. Parce que ça n'est pas la première fois qu'on observe une figure, un visage un petit peu plus médiatisé que les autres et qui incarnerait la répression. C'est-à-dire que à chaque vague d'élan protestataire, on a un visage, peut-être parce que sa fin s'est fait sous des traits un petit peu plus interpellants que d'autres ou autres, mais si vous regardez par exemple les manifestations de 2009 qui avaient été encore plus médiatisées que celles d'aujourd'hui, on avait le martyr entre guillemets de la jeune Soltani, cette jeune femme qui avait été abattue dans la rue et sa mise à mort avait été filmée, même si effectivement on ne savait pas bien s'il y avait une réelle identification de cette femme ou s'il ne s'était pas plutôt s'agit d'une légendification, mais chaque partie en a toujours besoin et dans l'histoire on a toujours observé ce mode-là d'exaltation des troupes. Donc c'est une personne qui s'ajoute à un remarquable panthéon, mais ça n'est pas une stratégie nouvelle malheureusement. Hmm. Et quel rôle joue la jeunesse iranienne dans tout ça, elle qui est très connectée et culturellement mondialisée? Alors la jeunesse, c'est les forces vives. Elle était peut-être même encore plus active par contraste. Je vais expliquer pourquoi j'utilise ce terme dans les décennies précédentes. Pourquoi? Eh bien parce que on se rend compte d'une chose depuis une huitaine d'années. C'est que auparavant, les élans protestataires pouvaient être plus ou moins forts, plus ou moins réprimés dans le sang. Mais en règle générale, il y avait toujours la prédominance d'une classe sociale ou d'une tranche d'âge. En revanche, ça fait une huitaine d'années qu'on voit un élargissement de l'élan protestataire à toutes les classes sociales et à tous les âges. Je donne encore un exemple, je vais redonner l'exemple de 2009. En 2009, donc c'est un point de départ qui n'est pas économique mais politique. Nous avons la deuxième élection, donc la réélection d'un président haï qui s'appelle Mahmoud Ahmadinejad. C'est un conservateur et la population iranienne a le sentiment très fort, sans être en mesure de le prouver, que leurs votes ont été confisqués. Et donc, des élans protestataires commencent. Et à ce moment-là, on voit dans les rues surtout la jeunesse issue de la classe moyenne, voire de la classe moyenne haute. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ça voulait dire que, effectivement, c'était des personnes qui étaient anti-régime, jusque-là, rien de bien surprenant, mais c'était aussi des personnes qui étaient en mesure de quitter l'Iran s'ils devaient être inquiétés pour aller se retrouver en France, en Suède, aux États-Unis ou ailleurs. On avait donc le sentiment que si cette population-là se taisait ou bien quittait l'Iran, eh bien les élans protestataires allaient être beaucoup plus faibles. La chose ne s'est pas produite. On voit que le temps passe et qu'on a d'autres élans protestataires avec un élargissement à une population qui, elle, non seulement n'est pas forcément en mesure de quitter le pays, mais n'en a pas l'envie. C'est-à-dire que ce sont véritablement des personnes qui sont en train de manifester pour que leur vie soit bonne en Iran. Et pour être en mesure de faire une chose qu'on n'arrive plus à faire depuis des décennies en Iran et qui pourtant est le paradigme même de la vie réussie, ce sont des foyers. Le taux de natalité en Iran est plus faible que celui qu'on a en France, par exemple. Parce qu'en Iran, s'il n'y a pas d'argent, on ne fait pas d'enfants. Contrairement à ce qu'on peut observer dans d'autres pays du monde musulman. Donc cela est un excellent moteur, entre guillemets, hein, des élans protestataires contre l'actuel régime, puisque cet actuel régime est considéré d'une façon plus ou moins intense en fonction des postures manifestantes, comme
le responsable de la situation économique, de l'économie exsangue du pays. Du coup, ce qui fait que les manifestations créent des tensions vraiment internes. Est-ce qu'aujourd'hui, la principale menace pour l'Iran, justement, est interne et plus externe? Oui, en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout la menace extérieure qui inquiète, parce que pendant très longtemps, la diversité des postures, elle a toujours existé. C'est-à-dire, c'est pas une nouveauté. La diversité des postures pouvait être un frein aux élans protestataires. C'est-à-dire que ils pouvaient commencer ces élans, et puis au bout d'un moment, les manifestants pouvaient se dire, mais ça sert à quoi d'être absolument virulent et d'aller au-devant de notre mort, même si certains l'ont fait, hein, évidemment, si nous ne nous accordons pas sur une suite. Nous avons déjà fait cette expérience en 79, nous avons renversé le Shah. D'ailleurs, les forces vives des manifestants qui ont renversé le Shah n'étaient pas les islamistes, hein, c'est les islamistes chiites qui ont ensuite récupéré la révolution qui, elle, a plutôt été inaugurée par une ribambelle de gauche différente, qui était surtout très investie dans la question sociale. Donc, aujourd'hui, ça devient de moins en moins un frein, parce que la haine de l'actuel régime est si forte qu'on arrive finalement dans un temps, peut-être en se voilant un peu la face, à mettre de côté les disparités pour unir les forces et lutter contre l'actuel régime. En revanche, la question de l'extérieur, alors l'extérieur soit en tant que force déstabilisatrice, soit en tant que, et c'est là qu'il y a une véritable nouveauté, comme puissance capable de se confronter sans proxy, sous la forme d'une guerre, par exemple, comme ça avait été le cas en juin dernier pour la guerre des 12 jours, c'est cela qui effraie peut-être plus l'actuel régime. Dans les manifestations actuelles, les femmes iraniennes jouent aussi un rôle primordial. Elles semblent rester quand même le moteur central de la contestation depuis 2022. Cette dynamique est-elle désormais irréversible sociologiquement, même si le régime parvient à contenir les manifestations? Oui, il me semble que c'est tout à fait irréversible sociologiquement. Les femmes ont toujours été très courageuses en Iran. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté a été en mesure de faire une chose absolument inédite en plus de 45 ans de République islamique. Par exemple, on ne porte plus le voile en Iran. C'est quand même fou. Il y a plusieurs décennies où c'était la vitrine identitaire de la République islamique, le voile. Là, aujourd'hui, non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les villes moyennes, voire dans certaines petites villes, dans les rues, on voit très très peu de têtes couvertes. Dans certaines rues, pas dans toutes évidemment, hein. Vous avez aussi des villes qui sont religieuses en étant anti-République islamique. Parce que ça aussi, nous avons tendance, nous en Occident, à mettre du même côté le religieux et le pro-République islamique. Sauf qu'il y a beaucoup de gens très religieux qui ont au contraire le sentiment que la République islamique leur a confisqué leur belle religion en l'idéologisant, hein. Donc la chose n'est pas... Donc oui, c'est tout à fait le cas. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que les Iraniens ne sont pas dupes des priorités de la classe médiatique. C'est-à-dire, ils savent très bien que s'il y a des manifestations qui sont très virulentes, mais qui ne se concentrent que sur la volonté de venir assainir l'économie iranienne de produits financiers toxiques, comme ça a pu être régulièrement le cas, eh bien, les caméras ne se pointent pas dans la direction de l'Iran, parce que c'est pas assez sexy comme thématique. Donc, la question féminine, elle fait beaucoup plus... produit beaucoup plus d'images, pareil pour, par exemple, la cause des minorités ou de l'homosexualité. Donc, elles savent très bien que cela fait partie des choses. Et d'ailleurs, il y avait eu un profond traumatisme en 2009 concernant justement les priorités de la classe médiatique. C'est-à-dire que toutes les caméras du monde étaient rivées sur l'Iran, et puis Michael Jackson est mort. Et là, tout s'est changé. Et là, on a eu une sorte de prise de conscience d'une jeunesse qui ne soupçonnait pas ce dénivelé de sujets médiatiques, qui s'est retrouvée en se disant, mais c'est pas possible, on peut pas nous trahir pour le décès d'une personne. Et quels sont aujourd'hui les principaux objectifs justement, le principal combat de ces femmes iraniennes, et quelles différences frappantes on peut constater avec par exemple les femmes occidentales dans leur combat? Quelles grosses différences on peut remarquer?
Alors, les femmes iraniennes, là, clairement, dans les présentes manifestations, ce sont les mêmes revendications que les hommes iraniens, c'est-à-dire, c'est vraiment la fin du régime. Chose qui n'est pas toujours aussi évidente. Par exemple, dans les manifestations qu'on a pu observer en 2018-2019, qui elles aussi avaient un point de départ économique, c'était plutôt un assouplissement. Ouais, il pouvait aussi, bien évidemment, y avoir des manifestants qui appelaient à la fin du régime, évidemment. Mais il y avait aussi, à côté de ces slogans-là, des slogans qui étaient pour une sorte de réforme en profondeur de l'état actuel des choses. Donc, il n'y avait pas de façon absolument unanime la perspective du renversement. Tandis que pour ces manifestations-là, c'est un peu le cas. Alors, les femmes iraniennes sont souvent un peu perplexes. Et ça, c'est une chose qui est tout à fait partageable tant par les femmes iraniennes d'Iran que par les femmes iraniennes de la diaspora, parce que on a aussi une sorte de prisme grossissant et déformant, hein. Quand on voit la communication de la diaspora, on peut avoir le sentiment que tout le monde en Iran pense comme les messages des canaux de la diaspora, ce qui n'est pas vrai. Mais ce point-là que je vais développer est très très proche. Par exemple, les femmes iraniennes ne comprennent pas pourquoi, en Occident, il peut y avoir des éléments de langage qui mettent côte à côte voile et liberté. Pour elles, c'est un non-sens. Même du point de vue des femmes qui portent le voile et qui tiennent à le porter en Iran. Pour elles, liberté et voile à côté, ça n'est pas logique, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire que le voile est une volonté de montrer sa soumission à Dieu et à sa volonté pour celles qui entendent le porter. Et elles comprennent aussi que d'un pays à l'autre, il doit y avoir une sorte de coutumisation et d'adaptation aux mœurs. Donc elles pourraient tout à fait entendre que dans certains pays, le fait de porter le voile puisse être moins évident que dans d'autres. Donc c'est surtout cela qui perturbe beaucoup. C'est cette incompréhension, cette chose contre-intuitive. Oui. D'accord. Et d'un point de vue un peu plus politique, si je puis dire, il y a aujourd'hui la figure de Reza Pahlavi qui se présente comme un porte-voix de l'opposition iranienne depuis l'étranger, tout en appelant à des sanctions accrues contre le régime. Est-ce qu'il incarne aujourd'hui une alternative crédible pour le peuple iranien ? Alors voilà, on parlait de cette différence qu'il pouvait y avoir entre la posture diasporique et des Iraniens en Iran. Alors crédible dans les faits, du point de vue de la structure, de la capacité à entendre le fait politique et à le gérer. Oui, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une famille qui a la culture de l'éducation politique. En plus, c'est une famille qui, tout de suite après le renversement de leur régime, se sont très investis. Il y a par exemple un gouvernement en exil à Washington, il y a des relais dans tous les pays où se trouve une diaspora importante iranienne. Il y a des canaux de communication qui sont excellents, on s'en rend compte parce qu'on a l'impression qu'ils dévorent finalement tout l'espace. On a aussi cette perspective séculariste qui peut parler à un certain nombre d'Iraniens, parce que séculariste n'est pas laïque, et donc séculariste, ça semble un peu plus doux en matière de place concédée aux religieux dans la société, même si ça n'est pas le fait d'opposer un modèle religieux à tout le monde. Il y a aussi cette volonté de se distinguer du père, hein, le père qui a fait les frais d'une révolution. On sait bien qu'il faisait pas l'unanimité parmi la population, en revendiquant, alors soit une transition hein, pour commencer, mais aussi un modèle royaliste à l'espagnol, c'est-à-dire une monarchie constitutionnelle. Donc crédible dans les faits, oui. Maintenant, dans les esprits, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que vous avez effectivement une partie grandissante de la population iranienne, surtout jeune, qui s'intéresse à l'option. Mais ça n'est pas du tout la majorité absolue, très très loin de là. C'est-à-dire que Reza Pahlavi peut éventuellement jouir du fait que seul son visage émerge dans le paysage de l'opposition. Et puis, il ne faut pas non plus
se leurrer absolument quand on entend les manifestants, et ça n'est pas nouveau, ça n'est pas que depuis le 28 décembre de 2025 qu'on entend cela, on a pu entendre cela il y a plusieurs années, quand on entend Pahlavi, ou bien Reza Shah Shahenshah, qui veut dire Reza Shah, donc ça c'est le premier de la dynastie, roi des rois, à savoir empereur, c'est surtout pour jeter au visage des mollahs la figure d'un défroqueur de mollahs. C'est-à-dire que Pahlavi, c'est celui qui a essayé de moderniser le plus l'Iran en encadrant les prérogatives cléricales de la façon la plus sévère. Et Reza Shah, donc le premier, c'est le modèle ou le symbole par excellence d'une époque où les comptes, les budgets de l'État étaient bien tenus. Or, la République islamique, c'est catastrophique, l'économie aujourd'hui. Donc, il peut y avoir aussi une volonté d'être dans la revendication symbolique. Et puis surtout, faut pas l'oublier, il y a certains postes aujourd'hui qu'on peut pas avoir dans l'administration de la République islamique si on a été fonctionnaire sous le Shah. Donc, c'est vraiment le diable absolu, l'ancien régime. Donc, c'est vraiment une façon de manifester sa désapprobation. Après, à l'intérieur de ceux qui crient cela, il y a aussi bien évidemment des pro-Pahlavi, des monarchistes, etc. Mais c'est une population qui s'élargit. Quand il y a une quinzaine d'années, je posais la question à des Iraniens très sécularisés d'un éventuel retour des Pahlavis. Souvent, j'avais un large sourire en me disant, vous aimez les contes de fées, vous aimez les contes où il y a des rois, des reines, des princes, des princesses, c'est passé, c'est trop loin. Aujourd'hui, on sourit beaucoup moins. C'est une option qui devient crédible, même si elle est encore minoritaire. On parlait également tout à l'heure de relations externes, d'influence aussi externe. Les alliances régionales de l'Iran avec notamment la Russie, la Chine, les axes du Moyen-Orient, renforcent-elles selon vous réellement le régime ou accentuent-elles au contraire son isolement vis-à-vis de sa propre société ? Ça n'est pas de l'isolement. Bon, c'est vrai que la République islamique d'Iran a tendance à se retrouver affaiblie par isolement du fait de la destruction de son axe de la Murawama, c'est-à-dire de son axe de la résistance. C'est-à-dire que les satellites téléguidés par Téhéran depuis des décennies se sont affaiblis, à part certains, on pense notamment aux Houthis au Yémen, mais sinon, d'un point de vue purement des relations internationales, l'Iran n'est pas un pays si isolé que ça. Le pays a été contraint d'opérer ce qu'on appelle un pivot vers l'Est, du fait du retrait unilatéral de Donald Trump des accords sous son premier mandat, mais pas que, pour une série d'autres raisons, aussi d'un manque d'efficacité des autres signataires du traité sur le nucléaire qui ne parvenaient pas à remplir leur contrepartie du fait de l'extraterritorialité des sanctions américaines. Donc le pivot vers l'Est, ça s'est concrétisé par des accords sur plusieurs décennies avec la Chine, vers un rapprochement de la Russie. Donc l'isolement n'est pas aussi évident que cela. Et effectivement, ce sont des postures qui semblent plutôt maintenir en place la République islamique. D'ailleurs, quand on entend que la République islamique a été en mesure de brouiller même Starlink, soit ce sont des ingénieurs sur place, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Iran est le premier producteur d'ingénieurs de toute la région. On a une classe très 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 éduquée en Iran et qui a vraiment la culture du diplôme et de l'excellence. Soit parce que c'est peut-être une culture de l'excellence, mais les sanctions font qu'on n'a pas tout le matériel pour pouvoir mettre en place de l'innovation. Ça ne pourrait être que la Chine, pas la Russie. La Russie, du point de vue matériel, soit n'en est pas capable, et puis si elle avait été capable, l'aurait utilisé dans le cadre de son conflit contre l'Ukraine. Mais ça pourrait être que la Chine. Pour terminer cet entretien, est-ce que vous pourriez nous présenter, selon vous, en ce début d'année 2026, quels vont être les enjeux principaux pour l'Iran et les Iraniens dans les semaines et les mois à venir ?
Alors là, c'est une question très très vaste et puis qui englobe beaucoup de secteurs. Je vais peut-être me concentrer sur une chose qui, me semble-t-il, n'a pas été véritablement développée médiatiquement, mais qui me paraît quand même intéressant. C'est que l'Iran, la République islamique d'Iran, c'est le soft power euh, principal en matière de non-alignement, en matière d'antisionisme. C'est-à-dire que avec les accords diplomatiques qui régularisent les relations entre plusieurs pays arabes et Israël depuis un certain nombre d'années, euh, l'Iran est le seul pays qui garde une grande crédibilité quand ils ont des discours hostiles à Israël, à la Palestine occupée, comme ils le disent, et dans la lutte pour la Palestine. Bon, l'esprit de non-alignement aussi qui peut bien fonctionner, notamment en Amérique latine, etc., etc. Il y a un point qui est important, c'est que si jamais les manifestations s'essoufflent, que cette fameuse aide américaine qui était censée être en cours et qui n'est jamais arrivée, dont on n'a jamais compris la nature, cela voudrait dire que la République islamique, qui a toujours réussi à tirer sa noblesse et sa légitimité auprès de ses défenseurs à l'échelle internationale, parmi l'esprit BRICS, l'esprit non aligné, l'antisionisme, cette noblesse se tire de l'absence de compromis, de la volonté de rester dans une constance idéologique. Si jamais la République islamique reste en place, alors que nous l'avons vu l'année dernière, les Américains et les Israéliens n'ont plus peur d'ouvrir le feu contre le pays, ça voudrait dire que les mollahs, que certaines personnes à l'intérieur de la classe politique de la République islamique auraient concédé la dénégociation économique avec Donald Trump, parce qu'on sait très bien que Donald Trump se contrefiche de savoir qui est au pouvoir du moment que les personnes au pouvoir lui permettent de faire du deal de façon bilatérale et non pas multilatérale. Et donc là, ça pourrait, si le régime reste en place et donc ne prend pas les foudres du géant américain, ça pourrait vouloir dire qu'ils ont finalement sacrifié leur probité idéologique et ça pourrait vraiment ternir leur image à l'échelle internationale du point de vue de leurs défenseurs. Eh ben, Madame Shelly, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir partagé votre expertise. Et puis on espère vous revoir très prochainement sur Omerta. Bien volontiers. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain.